Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour Gabriel, bonjour Madeleine, bonjour David. Bonjour. 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 On est là aujourd'hui pour des événements qui vont durer toute la semaine, donc des webinars sur le produit et sur un peu le futur du produit. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du recrutement dans le produit, donc avec Gabriel qui travaille chez Pachamama et David qui est CPO en freelance. Je vais les laisser se présenter après, mais on va parler de ça aujourd'hui. C'est Madeleine qui va animer ce webinaire et qui va leur poser toutes les questions. Vous pouvez aussi de votre côté commenter, donner votre opinion, etc. dans le chat. Vous pouvez échanger entre vous. Et vous avez une partie Q&A pour les questions qu'on prendra à la fin. Donc, n'hésitez surtout pas à utiliser le chat pour animer un petit peu cet événement. Je vais vous lancer un petit sondage pour qu'on puisse un petit peu orienter les questions, savoir quel est votre niveau de seniorité en management. Hop. Je vous laisse répondre et puis Madeleine, je te laisse prendre la parole. Ça marche, merci beaucoup Julie. C'est vrai que le sujet est intéressant parce que depuis plusieurs mois maintenant, on parle beaucoup moins de nouvelles licornes que de vagues de licenciements, notamment dans les scale-up. Et c'est pas, j'imagine, sans inquiéter les nouveaux product people qui se retrouvent sur le marché du travail. Donc aujourd'hui, avec l'aide de Gabriel et David, que je vais laisser se présenter juste après mon introduction, on va explorer un peu ces nouvelles dynamiques. Donc Gabriel, tu veux bien nous rappeler pourquoi du coup tu prends la parole sur ce sujet aujourd'hui? Déjà, bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis Gabrielle. Je vis à Nantes et donc moi, je suis une ancienne Head of Product, donc profil business et marketing à l'origine. Et j'ai bossé pendant 7-8 ans dans le produit et puis début d'année reconversion. Et donc, je suis dans le recrutement, spécialisé uniquement sur des postes product et design. Et donc, j'ai rejoint le collectif Pachamama. Je peux peut-être dire 2 mots sur Pachamama pour ceux qui ne connaissent pas. Pachamama, ça a commencé avec Marion. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous pouvez la suivre sur LinkedIn. Elle poste pas mal de choses. Marion, en fait, pareil, c'est une ancienne Head of Product et elle voulait monter son agence spécialisée product et design avec vraiment deux idées en tête. C'était l'expertise métier et la proximité. Et donc aujourd'hui, ça a bien changé. On a grandi. On est 12 recruteurs. Et puis, très récemment, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, Pachamama a pris un tournant. On n'est plus uniquement spécialisé sur la partie product et design, mais on est aujourd'hui expert dans les domaines comme la tech, la data et le growth, parce qu'on a des nouveaux recruteurs qui sont spécialisés tech. Et surtout, on a Arnaud qui nous a rejoint, Arnaud qui est un top recruteur dans la tech. Et donc voilà, aujourd'hui, on garde le même ADN, mais on s'est élargi à beaucoup plus de métiers. Merci. Et David, toi, tu es CPO freelance, c'est ça? Ouais, je suis CPO freelance depuis 2 ans. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans la tech, une dizaine d'années dans le domaine du produit, avec expérience principalement dans des startups autour de la série A, autour du product market fit et des premières étapes de scaling en finance, en insurtech où j'ai passé pas mal de temps, en edtech aussi. Et là, je mets à profit cette expérience de Force PM jusqu'à Head of et CPO, maintenant sous format freelance, où j'accompagne plusieurs entreprises depuis 2 ans. Mais je pense qu'on reviendra plus en détail sur le sujet dans le contenu. Dans la discussion, ouais. Merci beaucoup David et Gabriel du coup d'être là. Sans plus attendre, Gabriel, comment tu décrirais toi l'état du coup actuel du marché du recrutement pour les product managers aujourd'hui? Comme je me rappelle plus son prénom, je crois que c'est Julie l'a dit en introduction, c'est plus la folie comme avant. Le marché n'est pas simple. Il y a encore pas mal de vagues de licenciements. Il y a des périodes d'essai qui s'arrêtent. Et pareil, on a des recrutements qui peuvent se stopper pour des problèmes de financement. Donc, le marché n'est pas simple. Après, nous, côté Pachamama, on est toujours sous l'eau. Donc, on a quand même pas mal d'offres. Donc, il y a une tendance ça repart un petit peu. Et puis, surtout, grande tendance, et on en parlera, je pense, plus après, c'est plus les PME. Donc, on est plus sur uniquement des startups assez shiny. On a vraiment des PME plus traditionnelles qui se mettent au produit. Et ça, c'est une grande tendance, on va dire, des derniers mois. Ok. Donc, finalement, le marché est toujours sinistré côté scale-up, mais ça bouge, ça s'ouvre à d'autres entreprises. Ok. Et toi, David,
quelles sont les tendances principales que tu observes côté freelance? La première, c'est une augmentation du nombre de demandes pour des profils freelance. C'est traditionnellement, de ce que j'ai vu, on avait déjà des freelances pour des remplacements de postes, hein, que ce soit des congés maternité ou autres, pour remplacer une personne qui s'en va sur des rôles de PM. Mais il y a de plus en plus maintenant de demandes de freelance sur des missions assez spécifiques sur lesquelles on pourra revenir, à la fois pour des freelances, on va dire, individuels contributeurs, donc des PM qui sont pas managers, mais qui sont très, 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 très forts sur une verticale, et aussi pour des profils plus CPO. Voilà, on le regarde, mais pour des demandes un peu plus précises sur des missions bien calibrées. Et comme le disait Gabriel, il y a une lente maturation, je pense, qui s'est faite de PME qui n'étaient pas forcément produits grâce à du contenu, grâce à l'éducation du marché, et qui s'ouvrent à cette approche produit et qui, pour un peu minimiser le risque, cherchent des freelances pour les aider à mettre le pied à l'étrier côté produit, que ce soit de manière très opérationnelle ou sur des postes un peu de leadership pour les aider à transformer leur entreprise. Le freelance a un aspect on-off qui est moins le cas sur du CDI, qui permet d'avoir une approche un peu test and learn sur les pratiques du product management. Et j'ai l'impression que ça se développe de plus en plus, en même temps qu'il y a une maturation aussi de l'offre des freelance produits qui calibrent bien mieux leur offre et l'accompagnement que ce que ça pouvait se faire il y a encore 2 ans, par exemple. OK. Quand tu dis test and learn, c'est on sait pas trop si on a un besoin permanent de product manager ou du coup on teste en freelance et après on recrute ou, il y en a qui continuent avec des freelances, de manière plus pérenne? Ça peut être les deux, parce que l'approche de pouvoir recruter quelqu'un pour des périodes courtes, c'est ce que tu disais. Voilà, ça, c'est un avantage plutôt que de se lancer sur un CDI tout de suite. Le deuxième élément, c'est que des boîtes un peu moins matures n'ont pas forcément l'attractivité intrinsèque d'un Alan, d'un Luco à l'époque. Et c'est pas si simple d'attirer les premiers profils. Et donc, on se lance plutôt sur des freelances qui sont pas forcément autant attirés par le côté shiny d'une entreprise que par la mission en elle-même. Et donc, ça leur permet de voir sur des petites missions bien cadrées si justement, ils arrivent à impulser cette force de changement. Et lorsqu'ils arrivent à avoir une attractivité, surtout des process produits plus avancés, à ce moment-là, c'est plus cohérent de recruter. Mais ça, c'est pour des PME, on va dire, qui manquent de maturité. Il y a des entreprises plus matures et plus avancées sur lesquelles on intervient, mais pour d'autres types de missions. OK. Et toi, Gabriel, c'est quoi ton constat côté plutôt salarial à CDI? Ce qu'on constate, alors il y a forcément plus de candidats que d'offres, mais par contre, ça se polarise. On va dire qu'il y a d'un côté des profils plus juniors, on va dire moins de 5 ans d'expérience. Donc là, on en a quand même pas mal parce que c'est un métier qui attire. Comme disait David, il y a beaucoup de communication, donc il y a beaucoup de jeunes diplômés qui veulent se lancer dans ce secteur. Et puis, on a aussi énormément de personnes qui sont en reconversion. Donc, on a un nombre de candidats qui sont assez importants et assez peu d'offres. Et de l'autre côté, on va avoir des profils qui sont plus expérimentés, donc 7-8 ans d'expérience. Et clairement, au vu du contexte, les boîtes veulent se centrer sur des profils qui sont qui ont rapidement de l'impact plutôt, et qui sont assez spécialisés, qui ont un certain bagage ou qui sont passés par des belles boîtes. Donc, on va dire que ça se tend à se diviser. Et puis, dernier point, particularité sur tout ce qui est head-off et CPO, on cherche des contributeurs individuels. Donc, ce n'est pas juste, entre guillemets, un poste de management, de process et de vision et de stratégie. On cherche vraiment des contributeurs individuels, donc des doueurs, des gens qui vont aussi faire un rôle de product manager. OK. Et sur la localisation, c'est toujours très à Paris, ou en tout cas dans les grandes villes, les offres notamment des entreprises? Ouais, alors le full remote, c'est plus ce que c'était. Les boîtes veulent retourner plus sur de l'hybride. Donc ça peut être compliqué, pour des candidats qui ont déjà déménagé, on en a pas mal, donc pour trouver du boulot. Et puis d'un autre côté, on a aussi des candidats qui reviennent parce que ils veulent uniquement du full remote si c'est la politique de l'entreprise et si l'ensemble de l'équipe est en full remote. Sinon, il y a des disparités, etc. Donc on peut aussi observer cette tendance, quoi. Et OK. globalement, oui, moins de full remote. Moins de full remote. Et côté rémunération, est-ce qu'il y a des évolutions là au regard de ce que vous avez dit sur le marché? Je vais parler pour côté salarié, puis je laisserai Ouais, David pour bien l'autre sûr. partie. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, vu qu'il y a plus de demandes, plus de candidats sur la partie junior, les salaires tendent à baisser. Auparavant, sur du 5 années d'expérience, on était sur du 65K, on pouvait monter un peu plus. Là, globalement, on a pas mal d'offres qui plafonnent à du 60, donc ça tend à baisser.
Pour les head-off et les leads, on n'est plus sur des salaires mirobolants comme on pouvait avoir. Et à contrario, sur des profils plus spécialisés et plus techniques, là, on peut avoir une légère augmentation des salaires. Ok. Et toi, David, en freelance, il y a de l'évolution aussi? Je dirais qu'en freelance, la gamme, donc en freelance, on parle de TJM, hein, c'est souvent, admettons qu'on soit facturé au taux moyen, on peut aussi facturer à la prestation, ce qui est un petit peu moins présent, on pourra en reparler. Il y a une grosse variété en fait entre des rémunérations simples, donc pour des product managers avec profil un petit peu senior, où là on va être dans des zones, je connais pas tout le marché, mais de 6 à 900 par exemple, qui sont déjà des belles rémunérations journalières. Mais pour des profils déjà assez avancés, je précise, il y a très peu de place pour un junior hein, en freelance. Une entreprise, elle cherche une expertise bien précise. Euh, Après, pour des contributeurs individuels extrêmement forts sur une verticale, certaines entreprises peuvent payer plus que ça encore. Et côté profil leader, là, il y a des énormes gaps. Hein. J'ai vu de 900 000 jusqu'à plus de 2000 euros la journée. Hein. Ça arrive. La clé, c'est vraiment l'expertise et la capacité à faire prendre des décisions qui ont un gros impact à une entreprise qui génère ce type de revenus. La vraie différence entre un CPO à 1000 euros et un CPO à 2000 euros, c'est son aura, sa crédibilité, sa capacité à en fait, faire prendre des très bonnes décisions à une entreprise très très vite. Et ça, mine de rien, ça s'apprend. Et puis, bon, il y a la marque personnelle aussi qui joue pas mal pour être capable de se marketer. Donc, voilà, il y a vraiment des gammes qui sont très très différentes, suivant le profil, suivant la seniorité et surtout suivant la capacité à montrer qu'on a déjà fait un certain type de mission avec succès et où là, forcément, derrière, les TGM peuvent monter assez, assez rapidement, en fait. Ok. Voilà. Comme souvent, on ne généralise pas, mais c'est en fonction de sa capacité à démontrer ce qu'on a fait avant, quoi. Ouais, encore plus que dans un CDI, parce qu'encore une fois, pour par exemple des profils de leadership, il y a une décorrélation presque entre le volume d'heures fait et le TJM. C'est vraiment l'impact que tu peux avoir derrière. Et sur les contributeurs individuels, c'est aussi vraiment le cas, hein, puisqu'il y a des freelances qui vont beaucoup plus vite que d'autres, ce qui peut justifier un TJM très très fort, parce que c'est assez spécifique aux freelances, mais l'entreprise vous paye souvent à la journée, donc elle est beaucoup plus attentive à l'impact que vous avez dès le premier jour versus un CDI. Ok. On a parlé du décalage offre-demande, Gabriel. Quelles sont les frictions en fait entre les attentes des candidats d'un côté et les besoins des entreprises de l'autre? Alors le salaire déjà, Ouais, ça. forcément, parce que les candidats normal ont du mal à accepter, cette baisse et puis, et du coup, bah, vu qu'il y a eu la crise, pas mal de licenciements et autres, bah, les profils sont assez chaudés, ce qui est normal. Il y a des personnes qui ont connu, des fins de période d'essai, qui se sont cumulées, des licenciements. Donc on a pas mal de candidats, qui veulent des boîtes, assez stables financièrement, être assurés. Et de l'autre côté, bah, c'est notamment le cas pour des startups ou des scale-up, mais, il y a souvent des remaniements organisationnels, des rachats, fusions et cetera. Donc bah, elles veulent aussi des candidats, qui sachent s'adapter et qui peuvent bouger rapidement. Donc c'est là où parfois ça peut être un peu compliqué de mixer les 2, quoi. Ok. Et sur le process de recrutement, du coup, est-ce qu'il a été durci parce que bah, on veut être sûr maintenant de qui on recrute? Ça peut se ressentir parce on a eu le cas, on a des très belles boîtes et cetera qui ont bien calé, qui font bien attention à l'onboarding des candidats, à l'expérience des candidats. Mais parfois, elles ont besoin d'être rassurées, savoir que ça fit aussi au niveau de la culture. Donc on peut avoir des process qui se rallongent. Mais voilà, après, je trouve qu'il y a aussi une culture, dans les boîtes où on fait attention à l'expérience du candidat. Donc, nous, chez Pachamama, on essaye de minimiser à 4 étapes grand maximum pour du CDI et pour des freelances, quand on fait la partie freelance, c'est vraiment très rapide. Ok. Et toi, David, tu disais en freelance, à l'inverse, on n'est pas sur des processus à rallonge comme ça, c'est beaucoup plus rapide la décision. Oui, non, enfin, je n'ai jamais rencontré un cas où sur un freelance, enfin, une exception où on te demande 4, 5, 6 rendez-vous. Un, parce qu'il y a souvent une notion d'urgence et de rapidité dans la mission. Deux, parce que le modèle freelance fait que tu peux démarrer et t'arrêter beaucoup plus rapidement, donc le risque est entre guillemets plus bas. Et le troisième, et c'est ma perspective, c'est qu'il y a souvent aussi suivant comment tu as eu l'idée de la mission, qui t'a introduit à cette mission et aux décideurs, il y a un a priori potentiellement positif envers toi parce que tu es recommandé, ça on y reviendra, qui fait que derrière, en fait, ça va beaucoup plus vite. Et un autre point aussi, c'est que souvent les missions, on essaie de les cadrer beaucoup plus, donc avoir quelques objectifs à court terme sur lesquels on peut s'aligner
et démarrer un peu plus rapidement, ce qui diminue, on va dire, le risque pour l'entreprise. Je sais qu'il y a des missions freelance où on s'engage pour 6 mois, 1 an assez rapidement, notamment sur du côté un contributeur individuel. À contrario, il y a d'autres missions sur lesquelles on va être sur du 1 mois ou du 2 mois et où, pour le coup, le risque est entre guillemets un peu plus faible pour l'entreprise. Et puis le dernier point, c'est qu'il faut être capable aussi de bien se marketer et montrer en fait qu'on est capable d'avoir un résultat très rapide, qu'on a une marque personnelle, qu'on a déjà fait ce type de mission avant. Et là, ça peut aller très très vite. Okay. Le temps de décision est très rapide. Parfois, le temps de maturation pour que l'entreprise elle comprenne bien sa mission, ça peut être assez long. Parce que des fois, on vous contacte, l'entreprise n'a pas forcément maturé sa mission. Et c'est un des gros avantages du freelance, c'est de l'aider à cadrer sa mission. Une fois que c'est fait, le reste du process va très vite. Moi, j'ai jamais fait plus de 2 étapes, par exemple, Okay. pour ce process de freelance. Vous disiez tout à l'heure que bon, les scale-up, start-up, c'est plus forcément la panacée, en tout cas dans les recrutements produits. Quels sont les secteurs, du coup, ou les types d'entreprises qui recrutent activement aujourd'hui? Gabriel? Forcément, regardez les PME plutôt traditionnelles qui ne marketent pas forcément d'ailleurs en product manager, mais en chef de produit. Donc ça, c'est un point à regarder. Et on a énormément d'offres dans tout ce qui est fintech, insurtech. Et puis après, c'est des sujets assez techniques. On a la cybersécurité, forcément des sujets IA, machine learning. Donc, c'est des domaines assez particuliers qui sont assez réglementés. Donc, pour des profils plutôt techniques. Et on a aussi le domaine de la santé qui se digitalise énormément. Et voilà. Et David, même constat pour toi? Oui, les PME, effectivement, en transformation, voire même des entreprises qui ont toujours fait du logiciel, en fait, et assez bien, mais sans approche produit et qui ont surtout des marchés qui se durcissent et pour lesquels avoir une meilleure expérience de ces plateformes digitales, ça fait une différence, elle s'ouvre pas mal. On a aussi régulièrement des startup studios aussi qui peuvent, certains se sont développés, qui ont moins de ce type de compétences. Côté freelance, personne n'y pense, mais l'État recrute assez souvent aussi à travers les programmes BetaGouv, où il y a justement des startups d'État qui sont lancées. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est hyper intéressant. Moi, j'accompagne par exemple plusieurs startups d'État en format coaching produit. Il y a des postes de PM aussi, freelance, pour ce type d'entreprise. Et je remarque aussi que de plus en plus des startups plus tech, au moment de la série A, après la série A, plutôt que de faire flamber leurs équipes produits comme elles ont pu faire à un moment quand l'argent était gratuit, à recruter 10 PM et leur CPO, ils vont peut-être prendre un freelance, notamment comme moi, sur de la partie CPO, pour les aider à construire l'équipe produit, pour les aider à faire les bons choix et se concentrer sur du recrutement en CDI de contributeurs individuels et uniquement mettre le bon leader au bon moment. Parce que recruter un CPO trop tôt, ça peut créer de la friction aussi avec le COMEX. Ça, sécurité CPO, ils l'ont vu souvent. Donc, il y a un côté un peu plus raisonnable. Je fais les choses par étapes et je suis prêt à financer un freelance pendant quelques mois pour construire mon équipe produit correctement. Moi, j'ai fait 2-3 missions où justement, j'ai fini par livrer une équipe produit clé en main parce que l'entreprise a voulu faire les choses dans le bon ordre, s'acculturer au produit et petit à petit avoir une véritable équipe qui fonctionne correctement et qui amène de la valeur. Ok. Donc c'est plus, si on veut être product manager aujourd'hui, on peut viser finalement, de ce que je comprends, tout type d'entreprise. Il n'y a plus que la tech et les startups, quoi. Si voilà, j'ai envie aujourd'hui de faire ça, de postuler, quel type de product manager sont recherchés? Enfin, qu'est-ce que je dois mettre en avant et est-ce qu'il y a des spécificités selon les CDI et le freelance justement? Je vais commencer du coup. Sur la partie, pour les parties salariées, on cherche de plus en plus, nous, c'est des PM data forcément, ou qui ont un bagage de développeurs, des gens qui ont déjà bossé dans l'architecture de données, qui ont fait de la BI, donc des profils plutôt techniques. On a aussi pas mal de profils growth, donc des gens qui ont travaillé dans l'e-commerce, donc sujet d'acquisition, de rétention, tous ces sujets-là. Et après, c'est des profils assez spécialisés. Si vous avez plusieurs années d'expérience dans certains secteurs, ça peut être recherché parce que vous gagnez du temps pour avoir de l'impact et pour comprendre les sujets. Et des profils spécialisés sur le device, donc si vous avez bossé par exemple sur du mobile. Et puis, on peut avoir aussi des gens qui ont déjà bossé dans l'early stage. Par exemple, quand on cherche des first product managers, souvent, c'est des contextes qui sont assez particuliers. Et les entreprises souhaitent avoir des profils qui ont déjà ce type d'expérience. Et pareil, pour des boîtes en transfo, ça nécessite
d'évangéliser la culture produit. Donc, c'est des soft skills assez particulières. Et pareil, autant bien l'indiquer parce qu'on va chercher des profils qui ont déjà connu cette expérience-là. Et toi, David, pour les CPO? Pour les CPO et même pour les PM, hein, plus côté freelance, je pense que ce qui est très très important, parce que justement on est sur des missions souvent assez cadrées, bon, et dans le temps, la capacité à montrer ses résultats, notamment sous forme de livrables, hein. On n'est pas obligé de faire des slides comme les cabinets de conseil, mais c'est très très important, encore une fois, parce qu'on est payé régulièrement à la journée, parce que les missions sont cadrées, donc être capable de montrer à son client, littéralement, la qualité des livrables, c'est hyper important. Donc en termes de communication, clarté des contenus, capacité à montrer sa progression, il faut être vraiment très bon. Un autre élément qui est aussi, je pense, très important, c'est la capacité à montrer qu'on a déjà rencontré des situations similaires. Ça, c'est pour convaincre, hein, lorsqu'on est en prospection, puisque, comme on l'a évoqué, on ne prend pas un freelance pour apprendre, on prend un freelance parce qu'il a une expertise qu'on veut chercher ponctuellement pour aider à passer un cap. Donc, je pense que c'est important, on y reviendra lorsque les gens cherchent des missions, de trouver des domaines dans lesquels ils ont déjà un track record, si possible, parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et c'est très important. Et le dernier point, qui est, je pense, encore plus important qu'en CDI, c'est la capacité à ramp up sur un sujet extrêmement vite. Parce que, encore une fois, on fait des missions à temps limité, l'entreprise n'est pas là pour vous payer pour apprendre, donc il faut être capable de comprendre les enjeux d'un sujet et délivrer très très vite. Encore plus que dans un CDI, je pense. Ça, il faut être capable de le faire. Et je pense aussi être capable d'ajuster son accompagnement à ce dont a besoin l'entreprise. Il n'y a pas un type de mission par entreprise. On peut faire du coaching, on peut faire de l'audit, on peut prendre un poste. Il y a plein de missions types. Il faut trouver le bon format qui va aider l'entreprise. Et ça, parfois, il faut être capable de le créer avec elle, en discutant avec elle, parce qu'elle n'a pas forcément la maturité pour le comprendre. Et ça, c'est un skill que tu n'as pas vraiment à développer en tant que CDI, finalement. Mais Gabriel, tu disais quand même que même si c'est d'autant plus important en freelance, la capacité à montrer son impact concret aujourd'hui, c'est plus open bar comme avant les recrutements. Donc, faut quand même avoir ça dans sa valise de compétences. Oui, à la fois dans le process de recrutement, il faut parler impact absolument. Si vous avez des KPI, les résultats que vous avez, hyper important. Et pareil, il faut avoir de l'impact, alors moins qu'en freelance forcément, mais il faut rapidement avoir de l'impact dans les boîtes. Et notamment pouvoir communiquer pourquoi vous priorisez, sur quoi vous appuyez, quel est l'impact de vos actions, etc., etc. Ok. Et en soft skills, parce que notamment quand on débute, on n'a pas forcément beaucoup de choses à démontrer. Qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce que les entreprises recherchent comme soft skills? La communication, ça a toujours été, mais d'autant plus. En fait, c'est hyper important. Le product manager, il est au centre de tout, donc il faut qu'il fédère, qu'il évangélise parfois la culture produit. Il faut convaincre les stakeholders, il faut convaincre les clients. Donc, la partie communication est hyper importante, à la fois dans un process de recrutement, mais aussi en interne. Donc, le point 1, l'empathie forcément pour les users, mais aussi en interne. Et enfin, tout ce qui est adaptabilité, parce que l'environnement est quand même complexe et changeant, donc c'est d'autant plus important aujourd'hui. Moi, je rajouterais un petit point. CDI comme freelance, une capacité extrêmement forte à comprendre le métier, l'industrie sous-jacente, que ce soit en assurance, en finance, c'est un super pouvoir, hein, pour un PM ou même un CPO. Se reposer sur des techniques, des frameworks de discovery, delivery, c'est bien. Mais quand vous connaissez une industrie sous ses moindres facettes, lorsqu'on arrive dans un nouveau poste, la capacité en fait à prendre et à avoir des décisions et à être rapidement impactant, elle est radicalement différente de quelqu'un qui arrive sans la connaître du tout. Donc j'encourage les personnes, s'ils découvrent une nouvelle industrie, à se plonger à fond dans ce domaine-là. Il y a 5 ou 6 ans, on n'aurait jamais eu un chat GPT un peu structuré pour vous apprendre les bases d'une industrie. Honnêtement, il suffit d'une journée pour apprendre des bases. Et comme les produits sont de plus en plus complexes, aujourd'hui, vous allez travailler chez Penny Lane, par exemple, ou chez d'autres structures où on vous demande de bien comprendre. C'est un super pouvoir, en fait, de comprendre l'industrie de A à Z. Ça permet de prendre des décisions plus vite, d'être plus impactant, de parler avec tout le monde dans l'entreprise. Et honnêtement, entre ceux qui n'ont pas cette connaissance et ceux qui l'ont, il y a une différence de vitesse qui est énorme, je trouve. Et vous parlez beaucoup d'impact. C'est quoi, David, les missions les plus courantes dans le product management pour un freelance? Qu'est-ce que tu as fait, toi, particulièrement?
Alors moi, je peux vous partager le prisme donc CPO, hein, Product Leader, qui est un peu, je vais vous présenter mon offre en fait, parce que c'est le type de mission qui existe. La première, assez courante, c'est du mentoring ou du coaching alors soit de Product Manager, moi je fais pas trop, mais ou de VP Product ou de CPO qui prennent le poste pour la première fois, ce qui arrive souvent hein, dans des startups qui arrivent à la série A et qui commencent à scaler, c'est pas forcément des experts. Donc un accompagnement en termes de mentoring et de coaching pour les aider à prendre les bonnes décisions. Le deuxième, ça peut être une prise de poste, soit pour construire l'équipe, soit pour remplacer lorsqu'il y a un départ. Ça m'est arrivé deux, trois fois de prendre une équipe et de la construire et de la laisser, entre guillemets, clé en main. Et ensuite, un troisième type qui peut être aussi hyper intéressant, c'est l'entrée via un audit. Souvent, les entreprises se rendent compte qu'il y a un problème, mais elles ne savent pas lequel. Donc, faire un audit bien précis avec un plan d'action et qui, derrière, permet de les accompagner sur, moi, j'appelle ça des missions flash. Ils ont une vision qui est défaillante, on va les aider à créer la vision. Ils ont besoin de recruter, on va les aider à recruter. Ils ont besoin de faire une stratégie produit, ils ne savent pas comment s'y prendre, on va les aider. Et l'intérêt, c'est d'avoir une approche un petit peu modulaire, finalement, et sur lesquelles on a un grand impact. Ça, c'est pour des missions de type CPO ou Product Leader. Et on peut jongler avec différents types de missions selon le besoin et la maturité de l'entreprise. On va passer aux conseils pratiques, là, vu qu'il y a une audience qui nous écoute pour les candidats. Gabriel, qu'est-ce que tu donnerais, là, comme on repart avec les conseils pour rechercher un poste salarié et mettre toutes les chances de son côté? Alors pour la recherche, je dirais soyez spécialiste. C'est vraiment ce qu'on cherche. Si vous avez plusieurs années d'expérience dans la fintech ou dans la santé, affichez-le. Pareil pour des profils qui sont reconversion, je sais que c'est pas forcément évident, mais si vous avez plusieurs années dans les médias par exemple, il faut l'afficher, c'est vraiment un plus parce que comme le disait David, vous connaissez le secteur. Donc vous allez pouvoir avoir de l'impact assez rapidement. Si vous avez fait du mobile, dites-le, soyez spécialisé là-dessus. Et pareil, si vous avez un bagage dev et assez peu d'expérience en product, c'est pas grave, il vaut mieux être spécialisé dans ce domaine. Savoir se marketer, donc utiliser des mots-clés hein, si vous avez fait du B2B, du B2C. Indiquez bien le secteur d'activité, parce que vous avez des boîtes qui ne sont pas du tout connues, mais si c'est dans le secteur, par exemple, je reprends la santé, c'est hyper important en tout cas pour des gens qui font du recrutement. Le titre de poste, en fait, vous êtes product manager. Il y a certains qui vont mettre je crée des produits formidables, etc. On s'en fout, en fait. Vous êtes product manager data. C'est comme ça qu'on va vous trouver et c'est ça qui est important. Il faut aller directement au point. Petit point aussi pour les head-off et les postes de lead. Si vous êtes ouvert ou vous souhaitez faire un poste de contributeur individuel, indiquez-le directement parce que c'est plus facile pour venir vous chercher et c'est recherché aujourd'hui. Et puis, on l'a dit avant, hein, pensez impact, que ça soit sur votre LinkedIn, dans les contenus de post, intégrez bien vos résultats. Dans votre discours hein, lors du processus de recrutement, évitez de dire que vous faites des user stories et que vous animez des cérémonies. Ça, c'est des tâches et ça, on s'en fout. On veut juste savoir quel impact vous avez eu, si vous êtes capable de parler de l'entreprise, la croissance qu'elle a eue, etc. Enfin, c'est plus ce genre de choses, on va dire, qui va faire la différence. Et toi, David, Voilà. pour les freelances, merci Gabriel. Qui voudrait se lancer. Ouais. Alors, quel que soit le type freelance, contributeur individuel, le CPO, là où je suis aligné avec Gabriel, c'est d'avoir une expertise claire qu'on peut marketer et qu'on peut expliquer clairement. Ça peut être de la growth, ça peut être de l'ops, ça peut être une verticale par industrie. Encore une fois, on vient vous prendre pour une expertise spécifique. Donc, c'est important de pouvoir la marketer. Et par marketer, moi, ce que je conseille, c'est de faire l'exercice de créer un portfolio de ses réalisations, parce que c'est quelque chose qu'on peut très facilement mettre en avant lorsqu'on discute avec une personne, un prospect qui vous connaît, mais qui ne vous connaît pas tellement. L'exercice du portfolio, c'est pas juste faire une étude de cas, hein, c'est vraiment réfléchir à votre impact, comment vous avez mené une mission, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est rentré dans les délais, quel impact vous avez eu. Donc ça, c'est un exercice qui est hyper intéressant à faire même sur du CDI, hein, rétrospectivement, pour démarrer. L'autre, ça c'est un avis qui est très personnel, mais je pense qu'il ne faut pas être très strict sur les types de missions qu'on a envie de faire pour démarrer. Le plus important, c'est de mettre le pied à l'étrier. Donc, tant que la mission, c'est un sujet qui vous intéresse, qui n'est pas trop loin de vos compétences et qui vous permet d'apprendre à être ce qu'est un free, en fait, c'est-à-dire à faire une proposition commerciale, à cadrer une mission, à la mener, à la gérer, il vaut mieux faire ça sur un petit sujet que vous maîtrisez que de le faire sur quelque chose de trop long pour lequel, en fait, vous êtes en risque.
parce que c'est comme ça que vous allez créer vos succès hein, et que vous allez les marketer. Je pense que c'est extrêmement important. Et ça veut dire, moi, je ne me spécialiserai pas trop au début parce que le risque de la spécialisation, c'est la niche. Et niche trop petite qui change, à la fin, en tant que freelance, ben, on ne vous voit plus sur les autres sujets. Ça, je pense que c'est important. Et le dernier, c'est de s'entourer, avoir idéalement un petit réseau de personnes qui essayent de faire à peu près le même projet que vous, qui se lancent en tant que freelance ou qui sont freelance à côté pour partager ben, voilà, les difficultés, pour partager vos enjeux, pour récupérer quelques petits tips. Moi, quand je me suis lancé, on était 4-5 CPO à se lancer en même temps. Et on avait des réunions tous les mardis matins pour partager nos avancées, nos difficultés, nos points. Et ça a été extrêmement utile parce que côté freelance, on n'est pas dans une entreprise, hein, il y a un côté un peu solitaire. Et être entouré de pairs, de petits réseaux, et il y en a de plus en plus maintenant, c'est vraiment hyper utile. Et le tout dernier, et ça c'est fondamental, je pense qu'il ne faut pas s'arc-bouter sur un TJM au début, même si vous visez à moyen terme 1002, 1005, 2000. Pour moi, ça ne doit pas être une barrière à l'entrée parce que l'entrée, c'est d'abord une belle mission où vous pouvez marketer qui est super sympa. Un TJM, ça s'augmente. Ça s'augmente toujours au fur et à mesure du temps, mais j'ai vu des gens rater des belles missions parce qu'ils disaient je vaux 1000 euros par jour. Et moi, je trouve ça dommage. Très personnel, mais je trouve ça dommage. Au début. Après, au fur et à mesure, après, c'est une autre histoire. Bah, merci beaucoup à tous les deux. Et je pense qu'il y a des questions. Mais avant, Julie, on va parler un peu du ticket et de Maestro, c'est ça? Exactement. Je vais te laisser commencer pour parler un petit peu du ticket. Ouais, en effet, bah, moi, je suis product manager chez Lucas, mais je fais aussi partie du ticket. Le ticket, si vous ne connaissez pas, c'est un média product qui a été créé il y a 4 ans par Kevin et Tanguy. Aujourd'hui, c'est une newsletter qui est envoyée tous les 15 jours à plus de 7300 abonnés de l'écosystème produit, des lecteurs en start-up, scale-up, grands groupes. Notre ligne éditoriale, c'est vraiment d'avoir des articles pointus, pertinents et un vrai angle journalistique et de ne pas être chiant. Enfin, c'est toujours mieux. En 2023, en 2024, on a été élu média préféré des équipes produits. Donc, du coup, si vous n'avez pas encore été convaincu, allez vous abonner. Depuis, si tu peux passer à la slide suivante, depuis septembre, on a une version premium. Donc, le ticket premium, c'est quoi? C'est des articles encore plus approfondis, plus fouillés, des dossiers comme on vient de sortir là aujourd'hui le guide roadmap avec des interviews de leaders, des fiches de lecture. On a aussi, quand on est abonné premium, accès à un canal WhatsApp, donc en exclusivité avec une veille triée sur le volet, donc des podcasts, des articles on vous mâche le travail et des templates utilisés par les meilleures équipes produits en France. Donc aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore abonné au premium, vous avez un code qui s'appelle Join Ticket qui est écrit là du coup sur les slides. Vous aurez 20 € offerts sur l'abonnement annuel. Et on propose aussi des offres pour les entreprises et des tarifs spéciaux pour les étudiants et demandeurs d'emploi, mais tout est écrit sur le site du ticket. Merci Madeleine. Et donc moi c'est Julie et je suis responsable pédagogique chez Maestro. Maestro c'est l'école du produit et du no-code. On fait des formations principalement pour des personnes qui veulent se reconvertir, notamment en product management où on a des formations donc de 7 semaines et des formations de 14 semaines à distance. Avec des formats e-learning et des lives pour pouvoir pratiquer. On a des alumni qui rejoignent ensuite toutes les boîtes de la tech, notamment celles qui ont été citées précédemment. Et nos intervenants, ce sont des CPO, des Head of Product, des Senior PM. Tout ça pour vous dire que on construit continuellement nos formations, on les adapte vraiment au marché, aux besoins du marché, mais aussi à toutes les tendances qu'il peut y avoir dans le product management. Donc, c'est important pour nous de toujours échanger avec des experts pour savoir qu'est-ce qui se passe dans leur métier, comment il évolue. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez rejoindre notre pool d'experts et on pourra vous contacter pour vous poser quelques questions. Ou alors, même si vous êtes intéressé pour devenir intervenant, on pourra en discuter ensemble. Vous avez aussi mon adresse mail si vous avez des questions sur la formation, sur Maestro. N'hésitez pas à me contacter. Et on passe aux questions. Alors, j'ai Aurélie qui nous demande quelle certification un profil junior devrait-il obtenir pour renforcer ses compétences et améliorer son employabilité? Je peux commencer. Alors, il y a pas mal il y a Maestro forcément qui existe. Je sais qu'il y en a d'autres.
C'est vrai que pour des profils qui se reconvertissent, c'est une bonne base d'avoir la théorie, puis ça donne aussi la légitimité, ça donne confiance. Puis je pense aussi que ça vous ouvre un peu de réseau. C'est un début de réseau dans le product. Mais après, comme le disait David, hein, le plus rapidement possible, il faut commencer une mission. Même si c'est un stage, il faut mettre le pied à l'étrier. Même si c'est pas le job idéal, je pense qu'il voilà, faut pas s'arrêter uniquement à l'assertif. Et pareil, ça me fait penser, quand on est junior, on veut le job idéal, faire de la discovery, etc. Au démarrage, même si c'est un poste qui est très delivery, il faut pas hésiter, il faut y aller, il faut se lancer, parce que dans tous les cas, ça fait partie du job. Il y avait Enfin, une un peu question. dévié, mais ça me paraissait important. Non, tu as raison. Et d'ailleurs, il y a une question qui était un peu dans ce sens-là. J'essaye de la retrouver. Pardon. Voilà. Si on est en difficulté pour trouver un job en répondant aux annonces de pur PM, ça semble naturel de se tourner vers des annonces de PO. Est-ce difficile de reprendre ensuite une recherche pour un poste de PM? Ah ouais, il y a 2 points. Alors POPM, ça dépend des boîtes, hein. Il faut pas s'arrêter au titre, je pense. Moi, j'étais dans une boîte où on appelait toute l'équipe PO alors qu'ils faisaient un véritable boulot de PM, et à contrario, j'ai connu le contraire. Un poste de PM et c'est très delivery. Donc, faut pas s'arrêter au titre, ça veut pas dire grand-chose. Après, comment vous marketez sur les réseaux, c'est encore une autre chose. Vous pouvez indiquer product manager, même si vous faites plus un boulot de product owner. Après, ça s'explique. Et oui, l'important quand on est junior, c'est d'avoir de l'expérience. Donc, même si c'est un poste uniquement de PO, il faut y aller. Le poste peut aussi rapidement évoluer, et puis ça vous permet après de rebondir sur autre chose, quoi. Ouais, moi, je me permets de rajouter, faire attention effectivement au titre, comme disait Gabriel. À titre d'exemple, chez Revolut, hein, qui est parmi les meilleurs product managers qui existent hein, dans le monde, ils se sont appelés product owner pendant 3-4 ans, quoi. Si des gens n'étaient pas allés chez eux parce qu'il y a marqué product owner, ça aurait été une grosse erreur. Chez April, dans mon équipe, tout le monde était appelé product owner parce que c'était la codification de l'entreprise, mais tout le monde faisait un boulot de PM. Et je pense qu'ils auraient aucun problème à marketer ce qu'ils ont fait comme du produit. Puisque lorsque vous irez en recrutement et qu'on va creuser plus dans le détail vos véritables expériences, ça va vite se voir si en fait il y avait marqué PM mais que vous n'étiez pas au niveau, que vous n'ayez pas ce métier-là. À l'inverse, un PO, pour être honnête, peut très bien expliquer qu'il avait un boulot de PM et ça se passe très bien. Et pour rebondir sur un autre point, je pense qu'en tant que junior, on devrait chercher de la delivery. C'est pas qu'on pourrait, c'est qu'il faudrait chercher de la delivery parce qu'on a eu un peu tendance à mettre en avant la discovery comme une arme d'un PM. Les meilleurs PM que j'ai rencontrés, c'est des monstres de delivery parce que c'est bien beau d'avoir les idées, mais si vous êtes incapable de les faire sortir et d'arriver une équipe tech et design, derrière, il y aura rien. Donc, j'irai dans un endroit où la boîte est très forte en delivery pour apprendre cette mécanique-là. La discovery peut s'apprendre, je perds dans un second temps, mais en parallèle. Et ça, c'est pas forcément les boîtes les plus shiny qui sont les meilleures en delivery derrière. Merci à vous deux. Élise qui demande, on comprend que le marché n'est pas favorable pour les personnes qui travaillent à 80%. Quelle stratégie adopter pour avoir une chance d'être recruté? Sur du 80, ouais, c'est vrai qu'on en a très peu. Moi, cette année, par exemple, j'en ai pas vu énormément. Après, je pense qu'il faut pas se fermer au début de l'entretien. Peut-être commencer le process et puis après, c'est une discussion à avoir sur une organisation de travail, sur des horaires. Je pense qu'il faut s'adapter aussi dans les 2 sens. Bon, j'ai pas une réponse hyper claire, mais désolée. Harold qui demande, les entreprises passent toujours autant par des cabinets recruteurs indépendants ou ils ont plus de ressources en interne? Alors, je pense que David aussi aura des réponses, que je sais que tu fais de l'accompagnement pour tes clients. Je pense qu'il y a des deux. Après, vu que c'est aussi, il y a un phénomène de crise, donc il y a beaucoup de boîtes qui maîtrisent le budget et toute la partie recrutement est externalisée parce que ça coûte cher d'avoir un recruteur en interne. On ne sait pas non plus forcément s'il y a une forte croissance, donc il y a une tendance à l'externalisation des recrutements. Mais c'est pas une généralité non plus. Ouais. Pareil, observer l'AMR. Alors pour les freelances, c'est un peu plus rare que ça passe par un cabinet de recrutement. Il y a quelques offres sur Malte, plutôt des plateformes. Ça, c'est pour des rôles plutôt de contributeurs individuels, pour des rôles de CPO, un petit peu moins. Et sinon, effectivement, ça peut être des structures comme Pachamama qui sont un peu spécialistes et qui du coup sont bien implantées dans le réseau et à qui justement on partage des missions de freelance et qui dans leur pool de freelance produits vont essayer de trouver le meilleur profil. Mais le recrutement d'un freelance se fait par des canaux un petit peu différents de toute façon.
des recrutements CDI classiques. Est-ce que tu peux expliquer peut-être très brièvement ce que c'est un contributeur individuel? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui pose une question et c'était un peu confus pour elle. Alors, nous, on appelle contributeur individuel une personne qui est un PM ou une PM très opérationnelle. C'est-à-dire quelqu'un qui va délivrer du produit de A à Z, sur tout le spectre, mais on l'oppose un petit peu à un profil plus manager qui va manager différents PM. Donc, le contributeur individuel, un peu par essence, c'est le PM qui pilote sa squad avec design et tech et qui est vraiment en charge de faire évoluer un produit de manière opérationnelle. Et le produit peut être extrêmement large. Contributeur individuel, c'est loin d'être réducteur. Très, très loin de là. Et vous avez l'IC versus le manager en type de profil produit. Merci. On a Marina qui demande, auriez-vous des conseils à donner pour une PM en reconversion? Elle commence une formation chez nous en octobre pour préparer ses recherches d'emploi. Comme on disait tout à l'heure, se spécialiser, si par exemple elle a plusieurs années d'expérience dans un secteur, il ne faut pas hésiter à le marketer dans ce sens. Et puis essayer de trouver un stage ou rapidement pouvoir faire des choses. Même je ne sais pas si elle est encore dans sa boîte, mais peut-être qu'elle peut demander à faire quelques missions ou autres ou accompagner des product managers. En complément, je dirais de regarder dans tout ce qui a été fait dans le passé, quelles missions ou projets ont été menés dont une composante pourrait être celle du product manager. Ça peut être du go-to-market, ça peut être de l'étude d'utilisateur, ça peut être de la définition de sujets. Il faut arriver à découper un peu les compétences du produit et essayer de voir celles qu'on a plus ou moins appliquées à travers d'anciennes missions, ce qui peut aider à convaincre des recruteurs derrière. Et je me permettrais d'ajouter, si du coup tu fais la formation Maestro, de mettre en avant aussi les études de cas que tu vas faire. Ça va être des choses concrètes. Je sais que vous travaillez avec des vraies entreprises. Donc là, tu auras des résultats et un impact sur le travail que tu vas faire. Même si c'est pas réel en entreprise, n'hésite pas à mettre ça en avant parce que quand on commence, c'est pas évident d'avoir des vrais cas en entreprise, quoi. David, as-tu travaillé sur des missions autour de l'IA? Si oui, peux-tu nous en dire plus? Oui, je suis en plein dedans. Je trouve que c'est un sujet qui est assez intéressant. Il y a deux types de missions que j'ai observées. La première, ça va être justement dans une perspective de CPO, c'est un peu stratégique. C'est comment est-ce que je vais prendre le virage de l'IA pour mon entreprise, soit en développant un produit autour de l'IA, soit en utilisant justement l'IA pour améliorer mon entreprise. Donc là, ça va être un accompagnement de type dirigeant sur de la stratégie. Donc ça peut être une stratégie produit à remettre en place, ça peut être recruter un profil spécifique autour de l'IA. Ça, c'est une mission que je mène, par exemple, avec une structure actuellement. Et une autre qui peut être plus individuelle, puisque dans le domaine de l'IA, il y a des startups qui recrutent actuellement pour lancer de nouveaux produits. Moi, j'accompagne une startup justement à lancer de nouveaux produits. Je vous disais tout à l'heure qu'il ne faut pas forcément se borner sur certaines missions. Donc là, je fais du contributeur individuel, littéralement, sur de l'IA. Ça, je pense que c'est un domaine sur lequel il y aura potentiellement de plus en plus de demandes côté freelance. Je ne dis pas qu'il y en aura beaucoup, mais de plus en plus parce que c'est un domaine tout nouveau. Personne ne sait véritablement comment le marché se comporte. Donc, avoir des profils produits qui peuvent aider ponctuellement à développer de nouveaux produits sur le marché, à aller tester de nouvelles hypothèses, ça va probablement se demander de plus en plus. Moi, c'est un sujet que je fais aujourd'hui avec une startup IA. Donc, il y a vraiment ce côté un peu strat, ce côté un peu PM opérationnel sur des besoins spécifiques qui, j'imagine, pourront se traduire aussi sur des entreprises plus avancées, des scale-up ou des PME qui vont vouloir explorer le côté IA. Je sais par exemple que la BPI finance la moitié d'un diagnostic IA. Donc, j'ai des copains freelance qui font des diagnostics IA pour des PME. Ça marche aussi pas mal si on va plutôt sur la partie stratégique. Merci David. Et ça fait une très belle introduction à ce que je vais dire, puisque demain, on va se retrouver pour un webinaire sur l'IA générative et comment est-ce qu'elle peut aider dans le métier de product manager. Voilà, je pense qu'on a pris à peu près toutes les questions, en tout cas, qu'elles se recoupaient à peu près. Merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup, Gabriel, David. C'était hyper intéressant de vous avoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis, merci beaucoup, Madeleine, d'avoir animé tout ça avec tes questions qui étaient toujours très pertinentes. Je vous dis à demain et puis passez une très bonne journée.
Merci. Bonne journée à tout le monde. Merci revoir. beaucoup. Merci, Au bonne revoir. journée.